Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et je reçois donc Yumna Gemayel. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Écoutez, très heureux de vous recevoir pour parler effectivement du Liban et de votre père à l'occasion de ce livre. Et on parle toujours, mais votre père effectivement qui était un combattant, qui était quelqu'un qui avait beaucoup de courage et qui représentait effectivement une identité libanaise. Et justement, je voudrais qu'on en parle avec vous parce que, au fond, pour beaucoup de gens ici, le Liban, c'est Beyrouth, c'était la guerre, on parlait du Liban et vous savez quand ça n'allait pas, tout ça, quand il y avait un désordre quelque part, c'est Beyrouth, c'est Beyrouth. Sauf que Beyrouth, c'est autre chose aussi, et le Liban, c'est autre chose aussi. Alors, si vous aviez vous à dire aujourd'hui, ce Liban, on sait qu'il traverse des moments très difficiles, on sait qu'il y a la crise économique, il y a la crise, et la guerre des autres, hein. On a toujours fait la guerre au Liban par procuration, c'est-à-dire toutes les puissances autour se faisaient la guerre au Liban, c'était plus facile, hélas, mais qu'est-ce que vous dites du Liban d'aujourd'hui, et surtout de certaines idées du Liban qu'avait notamment votre père? Aujourd'hui, le Liban, ce qu'on vit au Liban, en fait, donc on est passé par différentes crises, par différentes guerres. Ce qui est resté du Liban, et après on parlera de l'idée de Bachir du Liban, oui. c'est aujourd'hui, c'est un esprit libanais, c'est vraiment un esprit de coexistence, un esprit où toutes les communautés vivent ensemble, et ça peut se faire. Cette union nationale. Vous pensez que c'est toujours possible? Bien sûr. Oui. On l'a vécu en 1943 quand on a pris notre indépendance. Donc il y avait les musulmans et les chrétiens qui se sont mis d'accord pour prendre leur indépendance du mandat français. Et on a revu aussi, durant l'époque de Bachir, justement, durant ces 21 jours de mandat, justement cette union nationale autour du projet de Bachir. Donc on avait les chrétiens et les musulmans qui avaient ensemble décidé de construire un Liban autour de ce jeune président élu, mais qui n'est resté élu, malheureusement. Et là, son mandat, n'a duré que 21 jours. Mais c'était 21 jours qui ont réussi à modeler l'histoire du Liban jusqu'à aujourd'hui. Et on en parle 40 ans après, parce qu'il faut dire que Bachir a été assassiné il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on en parle, il fait toujours partie du paysage politique. Alors, qu'est-ce qui représentait Bachir avant de la présidence, puisque il a été élevé, le livre parle très bien de la famille Gemayel, qui date depuis des siècles, Big Faya, etc., la montagne, les phalanges créées par Pierre Gemayel. Tout ça est raconté, et en fait, quel est le sentiment de vos pères par rapport à l'identité libanaise? C'était quoi pour lui, cela? Et pour beaucoup d'autres, bien sûr. Bachir s'est toujours battu pour le Liban. D'ailleurs, il a dit une phrase qu'on répète souvent. Il dit « On nous a attaqués en tant que chrétiens et on s'est défendus en tant que Libanais ». Donc l'identité libanaise pour Bachir était essentielle, c'était le cœur de son combat. D'ailleurs, on dit que c'était le président des 10 452 km², donc c'est la superficie du Liban. Et d'ailleurs, on dit également qu'il a été tué parce que c'était le président de cette union, de ce Liban de 10 452 km². Bachir était, à mon avis, un leader atypique. Il était humble, il était très proche de ses gens, il disait toujours la vérité, il parlait aux Libanais en libanais, parce que sinon au Liban on parle l'arabe, mais lui c'était le premier à parler en libanais, donc il rentrait dans le cœur de chacun des gens. Oui, avec ce dialecte libanais très particulier. Exactement. Et donc il a réussi à rentrer dans le cœur des gens, il a réussi à se faire comprendre par tout le monde, et il a réussi en fait à gagner donc le cœur de tous et à incarner un certain patriotisme qui est devenu contagieux par la suite. Alors contagieux effectivement, et on va en parler, on va prendre tout le temps d'en parler pour savoir si cette contagion, qui est une bonne contagion, le patriotisme gagne ou au contraire s'il perd. On en parle tout de suite après les informations avec Yumna Gemayel. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si ce témoignage vous intéresse et si vous avez quelques questions à poser à André Berkov. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Yann Bali et Emmanuel Peset ont écrit ce livre sur Bachir Gemayel aux éditions Pardès. Et c'est vrai que Bachir Gemayel, nous sommes avec sa fille Youmna, et c'est vrai que Bachir Gemayel est resté, allez, est-ce qu'on peut dire quelqu'un de à part quand même dans l'histoire du Liban, en tout cas dans l'histoire récente, contemporaine du Liban. D'abord, effectivement, l'assassinat, enfin, très jeune, voilà, 3 semaines de présidence, et évidemment, c'est le moins que l'on puisse dire, et qu'il gênait, et quand un homme politique ou autre gêne, il y a toujours des gens qui essayent, hélas, de s'en débarrasser. Ils ont réussi. Et c'est qui les assassins de Bachir Gemayel, Youmna? D'abord, il faut dire que Bachir n'avait que 34 ans quand il a été élu président et quand il est mort, quand il a été assassiné. Donc son parcours politique était très court en fait. Donc Bachir, en 7 ans, a réussi à faire ce que des hommes politiques libanais n'ont pas réussi à faire en 70 ans de carrière politique. Bachir a été assassiné, à mon avis, par tous les gens qui détestent le Liban. Tous les gens qui détestent l'existence même du Liban. L'existence même du Liban, ou même l'existence de ce Liban où vraiment ce Liban prospère, ce Liban démocratique, ce Liban de liberté, ce Liban où il y a la dignité de l'homme. Alors bon, vous savez que 35 ans après la mort de Bachir, donc en 2018, on a eu le jugement. Donc l'État libanais... 35 ans après. 35 ans après. C'est long, ouais. Et il faut dire que ce n'est pas l'État libanais qui a demandé à ce qu'il y ait, si vous voulez, justice. C'est nous, en tant que famille, on s'est porté partie civile. Et en 2005, quand les Syriens, le retrait des troupes syriennes, on a refait fonctionner en fait l'appareil judiciaire. Exactement. Etc. Et donc de 2005 à 2018, voilà, donc 13 ans plus tard, on a réussi à avoir le jugement. Donc la personne qui est condamnée, c'est Habib Chartouni, qui est un membre du Parti national syrien. Donc, qui a tué Bachir, c'était les Syriens à l'époque. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 3-4 partis extérieurs au Liban, extérieurs du Liban, donc des Palestiniens, des Syriens, donc qui voulaient le tuer, et les Syriens c'était les premiers à l'avoir réussi. C'est ça, voilà. Ouais, absolument. Alors justement, vous dites, il est resté que 3 semaines, c'est vrai, mais il avait commencé une activité à la fois militaro-politique, c'était un chef de guerre aussi. Enfin, mais pourquoi il sentait qu'il fallait se défendre, qu'il fallait absolument avoir une défense. Ils le disent dans le livre, est très clair là-dessus. Enfin, qu'au fond très tôt, au début c'était son frère Amin qui devait faire de la politique, et lui, c'était pas ça, il était avocat, etc. Mais très tôt, il a pris conscience qu'au fond, si on ne veut pas disparaître, il faut se défendre. Bien sûr, il faut. Je veux juste rectifier aussi des choses qui sont un peu fausses dans l'esprit des Occidentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est la guerre de 1975, quand la guerre a commencé, ce n'était pas une guerre civile. Donc, c'était pas une guerre entre chrétiens ou musulmans. C'était une guerre qui a résulté de la présence des Palestiniens, ce qu'on appelle. Après, il faut rappeler Septembre Noir. Ils étaient en Jordanie. Et Hussein de Jordanie a éliminé pas mal les Palestiniens, et ils sont partis au Liban. Ils sont partis au Liban, donc, et avec les accords du Caire de 1969, ils ont été, donc l'État libanais leur a accordé le droit d'avoir des armes. Et ce qui s'est passé, c'est que leur prérogative, donc, d'avoir des armes pour lutter contre Israël, donc en fait, ils n'ont pas lutté contre Israël, ils ont commencé à lutter contre les Libanais, en l'occurrence dans les régions chrétiennes. Et ici, Yasser Arafat a une phrase très connue qui dit que la route de la Palestine passera par Jounieh. Et donc là, Jounieh est un port libanais très connu. Et une région chrétienne ancrée dans le maronitisme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les phalanges libanaises, à l'époque dirigées par Cher Pierre, donc mon grand-père, le père de Bachir, donc on avait tendance à les traiter de fascistes à l'époque, ce qui est complètement faux, parce que ils n'ont pas. Non, ils ont vu phalange, et dans le cliché phalange égale facho, ce qui ne veut rien dire donc, quand on connaît un peu le Liban. Et surtout qu'en fait, si vous lisez le programme des phalanges à l'époque, c'est un programme radical socialiste. Ils ont d'ailleurs été les initiateurs de la réforme pour la sécurité sociale, donc tout leur combat était vraiment pour le social. En tout cas, à ce moment-là, les chrétiens se sont défendus parce que les Palestiniens sont venus et ils voulaient prendre notre pays. Donc on s'est défendus, on n'a attaqué personne. On n'a pas été en Palestine attaquer les Palestiniens, on n'a pas été en
en Syrie attaquer les Syriens. Ils sont venus et on s'est défendu. Et c'est là, comme je vous l'ai dit, Bachir a eu cette phrase. Ils nous ont attaqués en tant que chrétiens. On s'est défendu en tant que Libanais. Oui. Donc en fait, moi je pense qu'il y a une injustice de l'histoire à rectifier ici. Ce n'est pas une guerre civile. Les chrétiens du Liban n'ont attaqué personne. Ce n'est pas des fascistes. Et je pense que c'est un crime médiatique qui en dit assez long sur la manipulation de l'opinion publique à l'époque par les médias occidentaux. Mais il y a eu aussi, comme vous le savez, beaucoup de personnes ici, en France et ailleurs, mais surtout en France, parce que je rappelle, alors on rappelle toujours cela, mais c'est quand même intéressant, je le rappelle pour les auditeurs de Sud Radio, ça date de 1250, un 13e siècle. Le roi Saint-Louis s'adresse au patriarche maronite en ces termes: pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner à vous et à tout votre peuple notre protection spéciale comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. Intéressant quand même de rappeler ça quelques siècles plus tard. Et simplement, il faut le dire aussi, Yumna Gemayel, ces liens quand même se sont distendus, la réelle politique a repris ses droits. Bien sûr, à l'époque, mais les chrétiens du Liban, et même les Libanais, d'ailleurs, on parle tous français, on est un pays francophone, enfin de moins en moins aujourd'hui, parce que l'anglais a repris le dessus, parce que c'est business as usual, donc il faut s'adapter aussi à notre époque. Mais c'est vrai qu'on a toujours considéré que la France était notre grande sœur, et d'ailleurs, ça s'est d'ailleurs vu le 4 août, quand il y a eu cette grande explosion, cette malheureuse explosion, la première personne, le port de Beyrouth, on a quand même eu 230 morts, on a eu 6500 blessés, on a eu des gens qui ont... Enfin, tout Beyrouth a explosé, on a été nous-mêmes blessés, nos maisons, tout détruit. Moi, j'ai eu plus de 60 amis qui sont morts, entre amis, parents d'amis, amis d'amis. Donc, et la première personne qui est venue, c'était le président Macron. Donc, c'est vrai que ça nous a fait quand même un baume au cœur de recevoir le président, parce que l'État était absent. Donc, on a vu en lui aussi la figure paternelle. Donc, c'est vrai que la France et le Liban sont toujours en lien. Je considère... C'est vrai. Après, effectivement, est-ce que les actes ont suivi? C'est encore une autre histoire que nous parlerons peu, nous ne nous étendrons pas là-dessus. Mais je voudrais vous revenir. À quoi vous attribuez, faut le dire quand même, cette espèce de extraordinaire, il faut le dire, résilience du Liban? On a beau dire, et le nombre de fois on l'a dit, le Liban c'est fini, c'est mort, mais depuis des années, oui, ça va faire partie de la République arabe unie, rappelez-vous, c'était l'Égypte, la Syrie, etc., etc., etc. Et à chaque fois, et évidemment on espère que ça va continuer, le Liban renaît de ses cendres. Et vous savez, je me rappelle là c'était, vous n'étiez pas encore né, je me rappelle d'une commission économique, Lebré, dans les années 60 je crois, était venu au Liban pour faire un audit économique du Liban. Et ils sont restés 6 mois, ils ont tout vu, etc. Et ils ont dit, vous savez, selon toutes les règles d'économie, vous êtes en faillite totale. Mais comme ça marche, continuez comme ça. Après, évidemment, il y a eu d'autres choses. Mais comment aujourd'hui, franchement, Gemayel, comment aujourd'hui, pour vous, quelles seraient les volontés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dis pas les mesures, un inventaire des mesures, pour que le Liban sorte de cette crise assez terrible qu'il traverse. Je vais vous répondre. C'est très facile pour sortir de cette crise. Il y a des réformes structurelles à faire. On sait c'est quoi. On les connaît. Il faut juste les faire. Ça, c'est une volonté politique. Il faut avoir le courage et la volonté. Il faut avoir le courage et la volonté, comme Bachir, de le faire. Mais par contre, je voudrais revenir sur le fait de cette résistance. Souvent, on dit que le Libanais est résilient. Mais en fait, le Libanais n'est pas résilient. Le Libanais est résistant de par ses gènes. Et ça, c'est depuis tout le temps. Depuis le maronitisme, depuis Saint-Maron, depuis les premiers patriarches qu'il y a eu au Liban, qui se sont... enfouis dans la vallée sainte et qui se cachaient dans les grottes, dans la vallée sainte de Kadisha. Et donc, cet esprit de résistance a commencé depuis les années 1200. Donc, tout ce que le Liban a vécu par les envahisseurs, les chrétiens sont restés là. Et je pense que cette foi chrétienne aussi a donné cet esprit aux Libanais. Donc, je pense que le Liban, c'est un esprit. C'est l'esprit libanais. C'est pas la coexistence. Oui, c'est un esprit. C'est plus qu'un état d'esprit. Je pense que c'est vraiment l'esprit libanais. Il faut commencer à en parler. Est-ce qu'il est partagé par toute la population? C'est ça le problème. Faut le dire quand même.
est-ce qu'il est partagé par toute la population libanaise? Écoutez, aujourd'hui, cet esprit est partagé par toute la communauté libanaise et on l'a vu dernièrement, après le 4 août. Le 5 août, les gens sont descendus dans la rue avec cet esprit de résistance, de toutes les religions confondues, des chrétiens, des musulmans, des partisans, des non-partisans, des jeunes, des moins jeunes, oui, tous femmes, les gens, hommes, tout le monde. Ils sont descendus, ils ont pris leur balai de leur maison, ils ont balayé, ils ont reconstruit. Le 5 août au soir, donc moins de 24 heures, on entendait les marteaux dans les rues, les gens qui reconstruisaient leur maison. Il y a cet esprit national, il faut juste créer cette cause. Et c'est ça aujourd'hui, où 40 ans après Bachir, il faut recréer la cause libanaise. Elle existe, il faut juste la déboussiérer un peu, l'adapter en 2022. Et je pense que la cause libanaise existe vraiment. Alors on va tout de suite en parler avec vous, Youmna Gemayel, après cette toute petite pause. À tout de suite. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour en parler avec André Berkoff et avec Youmna Gemayel. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, nous sommes toujours... Joseph, on est toujours ensemble sur Sud Radio, ensemble et surtout avec les auditeurs de Sud Radio. Exactement. Qui peuvent poser des questions. D'ailleurs, aussi bien sur l'intervention d'Alexandra Henrion-Caude qu'avec Youmna Gemayel, hein, bien sûr. Oui, alors on y sera tout à l'heure dans un quart d'heure avec les auditeurs. Il y a Nicolas de Provence qui nous a appelé et effectivement qui est touché par votre témoignage et qui sera très très heureux de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826. Et là, on va continuer alors avec Youmna de parler effectivement de projet. On a commencé à parler de cela. C'est-à-dire, vous dites effectivement, bon, il y a résilience, il y a résistance, enfin disons résistance. Et au fond, mais quelle serait aujourd'hui, vous dites, attendez, c'est bien, mais je vous trouve très optimiste. Là, vous dites, c'est facile, il faut dépoussiérer. Est-ce qu'il faut que dépoussiérer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses structurelles à faire et c'est pas facile? Bien sûr, non, il y a des réformes structurelles à faire. Aujourd'hui, le régime libanais est un régime de consensus politique, de consensus communautaire. Et c'est ce que le pacte national de 1943, d'ailleurs, a voulu. Faux ou vrai consensus? Non, vrai consensus, parce que aujourd'hui, s'il y a une communauté qui ne veut pas participer au gouvernement, le gouvernement ne peut pas être fait. Si une communauté ne veut pas de ce président de la République en particulier, ce président ne peut pas être élu. Donc non, vrai consensus. Maintenant, est-ce que ces gens-là représentent vraiment leur communauté? Ça, c'est une autre question. Mais le consensus, il est là. Donc le consensus politique existe vraiment. Et les réformes structurelles doivent exister pour évoluer, pour vraiment aller dans un pays, donc comme Bachir l'a rêvé, un pays avec des normes occidentales. Alors, moi, je vais vous poser la question qui vous fâche à vous, sûrement pas. On l'a quand même beaucoup dit. D'ailleurs, quand Macron est allé là-bas, il a dit, écoutez, c'est pas possible qu'il y ait une classe politique qui spolie, qui vole, enfin, pas, il faut jamais généraliser, mais quand même qu'il y a eu, d'ailleurs, comme il y a dans tous les pays, hein, c'est pas du tout une spécificité de qui que ce soit, mais il y a eu quand même, peut-être, ça a joué, ce sentiment, toute tendance confondue, qu'une certaine classe de dirigeants elle n'a pas ce qui est totalement le contraire aux antipodes de votre père, qui lui était totalement dédié à son pays, à penser plus à son portefeuille qu'à son pays. Bien sûr, les intérêts... Bon, le fait qu'on en soit arrivé là, c'est quand même que la classe dirigeante pensait à ses intérêts personnels et aux intérêts de sa petite équipe, de sa petite tribu, sur les intérêts nationaux. Aujourd'hui, quand on pense que la guerre civile, disons, s'est arrêtée en 1990, on est en 2022, on n'a toujours pas d'électricité, je pense qu'il y a un problème. Aujourd'hui, dans les pays du tiers-monde,
l'électricité n'est pas un souci, et je pense que ça ne devrait pas l'être. Donc le fait qu'on n'ait pas encore d'électricité, ça veut dire qu'il y a un vrai problème structurel. Pourquoi ? Parce que il y a une mafia donc des moteurs. Donc les moteurs, c'est les générateurs d'électricité. Oui, et donc ces générateurs appartiennent à des gens qui appartiennent à X ou Y ou telle partie. Et donc c'est des moyens de financement là-dessus, et voilà. Voilà. Et donc voilà, il y a plein de réformes à faire. Il y a les fonctionnaires qu'on fait rentrer dans l'État. Donc ça fait partie du clientélisme qui existe. Donc voilà, je te fais rentrer dans l'État et toi, en contrepartie, tu votes pour moi à telle ou telle échéance. On achète ses électeurs, etc. Bien sûr. Ouais. Et donc c'est ce genre de structure, de réforme qu'il faut faire. En tout cas, le FMI, avec qui on est en négociation aujourd'hui, il a dit que la réforme des fonctionnaires de l'État doit être faite, la réforme de l'électricité doit être faite, la réforme du secteur bancaire, parce que maintenant aussi il y a des connivences entre le secteur bancaire et les hommes politiques. La moitié des hommes politiques font partie des conseils d'administration des secteurs bancaires. Ils ont profité de tout le modèle de l'endettement de l'État qui est passé à travers les banques. Donc la réforme existe et on sait ce qu'il faut faire. Je veux dire, vraiment, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. Mais c'est une volonté politique de vouloir le faire. Et les hommes et les femmes femmes pour le faire. Oui, et les femmes pour le faire. Et les hommes aussi, un peu. Et les hommes aussi. Ça y est, elle est féministe en plus, Yumna Gemayel, d'accord. Alors, le projet, justement, parlons-en un tout petit peu, le projet que vous et d'autres voulez mettre un peu en... C'est la continuation un peu de ce que voulait votre père ? Béchir, quand il est mort, il a réussi à envahir la conscience collective du peuple libanais. En intégrant un modèle, donc ce modèle de 21 jours. Je vais juste vous donner des exemples. Que signifie ce 21 jours dont on parle, les 21 jours de Béchir ? C'est le fonctionnaire qui est arrivé à l'heure. Je sais que ça peut vous sembler peut-être bizarre pour des Français. C'est le citoyen libanais qui respectait la personne qui portait un uniforme, qui s'arrêtait à un feu rouge. Il y a eu vraiment une discipline, enfin un civisme qui s'est tout de suite... Un civisme et un sentiment de citoyen, un sentiment de dignité du citoyen. Et qui s'est fait automatiquement, ça s'est pas fait par la force, par la peur, par les armes, ça s'est fait vraiment par le respect, qu'il y avait une personne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était là, qui avait la stature d'un homme d'État, qui voulait créer un État, tous ensemble, avec ses partisans et ses opposants. Donc il y aurait eu une majorité et une opposition, comme dans tous les pays démocratiques. Et donc tout le citoyen s'est senti concerné par ce qui se passe. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment s'adresser aux citoyens libanais, lui dire que tu as ta liberté au Liban, tu as ta citoyenneté, tu as ta dignité. Il faut reconstruire cet État ensemble. Mais il faut observer les règles du jeu. C'est ça le problème. Quand je dis les règles du jeu, de ne pas se dire que la seule manière... Et attendez, et quand je dis ça, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Liban, c'est vrai pour tout. Hein. Vous savez, beaucoup de gens pensent que, bon, j'y arriverai pas, il faut que je magouille. Si je ne peux pas magouiller, eh ben, j'y arriverai jamais. C'est tout le problème du civisme, ça. C'est une question d'éducation, je pense. D'éducation, pas d'éducation à la maison. C'est une question de... C'est le système, c'est un système de pensée. Je pense que le système de pensée peut être changé du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve avec Béchir. Donc la preuve existe. On a déjà un exemple. Donc si ça s'est fait à l'époque, je pense que ça peut se faire aujourd'hui aussi. Et ça va se faire. Oui, mais alors est-ce qu'il ne faudrait pas un nouveau Béchir ? Est-ce qu'il existe ? Bien sûr. Il existe. Moi, vous savez, Béchir, avant de mourir, il a dit, si je meurs et il n'y a pas 6000 Béchir après moi, que le Liban aille au diable. Donc je pense qu'il n'y a pas un Béchir, il y a des Béchir, et il y a le projet Béchir. Et voilà, je pense que c'est le projet Béchir qu'il faut mettre en avant. Il ne faut plus aller dans le côté des personnes. Vous savez, au Liban, on a le culte de la personne. Je pense qu'il ne faut pas aller vers le culte de la personne, mais plutôt vers le culte du projet. Et ce n'est que ça qui va réussir à nous faire sortir du gouffre dans lequel on est. Bah écoutez, ainsi soit-il. En Amen. tout cas, on va absolument, a woman comme disent les Américains, on va prendre des auditeurs donc tout de suite après ceci. Et oui, juste après une courte page de pub, l'antenne vous sera ouverte sur Sud Radio pour discuter avec Yumna Gemayel, co-auteur de Béchir Gemayel avec Emmanuel Peuzé et Yann Bali aux éditions Pardes. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Ouais. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 14h avec Yumna Gemayel. On parle du Liban. 0826 300 300 pour en discuter avec André Berkov. Et c'est Nicole du Tarn qui vient de nous appeler. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. On vous écoute. Bonjour. Eh bien, j'écoute avec beaucoup d'intérêt l'émission de Monsieur Berkov, et d'autant plus aujourd'hui que je suis très touchée parce que c'est Madame Gemayel qui parle. Alors pourquoi? Parce que j'avais un oncle, le frère de papa, Oui. qui était consul de France à Beyrouth et qui a épousé une mademoiselle Joséphine Saouda. D'accord. Et cette Joséphine, ils ont eu un enfant, et un enfant, un garçon, dont Pierre Gemayel était le parrain du baptême. D'accord. Voilà, donc vous êtes proche, vous êtes proche. Ouais. Voilà, oui, tout à fait aujourd'hui, comme par hasard, j'écoute très souvent Monsieur Berkov, et comme tous les jours, et là, je suis touchée aujourd'hui parce que, effectivement, voilà, il y a un petit peu cette relation. Vous ne connaissez pas vous-même le Liban, madame Nicole? Je ne connais pas le Liban, non, je ne connais pas le Liban, je le regrette d'ailleurs. Ma tante, maintenant, a vécu longtemps à Paris, puisque son mari, mon oncle, donc, avait été consul à Beyrouth, consul de France à Beyrouth, puis ensuite, ils ont quitté pour Londres, et enfin, mon oncle n'y est plus. Et Joséphine Saouda, ma tante, que nous aimions beaucoup, n'est plus là non plus. D'accord. Et c'est avec beaucoup d'affection que j'écoutais la parole. Vous êtes une Gemayel. Merci en tout cas de votre ressenti. Voilà. Je tenais vraiment à le dire, c'est une coïncidence. Vous avez bien fait de le dire, absolument. Merci beaucoup Nicole. Et on a quelques questions sur le Facebook Live, André, notamment c'est un autre moyen d'interagir avec nous, André Berkov dans tous ses états. Il y a une question notamment de Nathalie qui pose la question: qu'est-ce que la diaspora libanaise peut faire? Il y a quelques critiques qui sont émises, mais elle pose la question: qu'est-ce que la diaspora libanaise peut faire aujourd'hui pour le Liban? Parce qu'il y a une énorme diaspora libanaise dans le monde. Bien sûr, il y a beaucoup plus de Libanais en dehors du Liban que des Libanais au Liban. Écoutez, le rôle de la diaspora est essentiel. Le rôle de la diaspora est essentiel à tous les niveaux. À un niveau diplomatique, donc c'est des relations avec les pays, à un niveau de lobby. Donc, il peut faire du lobby pour le Liban. Aujourd'hui, le lobby, c'est vraiment pour désarmer le Hezbollah, pour vraiment avoir une armée libanaise avec des armes. Le parti chiite qui a des armes. Donc la diaspora, c'est vraiment c'est notre bouffée d'oxygène. C'est eux qui envoient de l'argent à leur famille. C'est eux qui permettent à leur famille de rester enracinés au Liban grâce à la petite somme d'argent qu'ils envoient à la fin du mois. Ça leur permet de résister, de rester enracinés. Donc la diaspora a un très grand rôle. Ils doivent aider leur famille. Ils doivent vraiment faire du lobbying pour le Liban. Est-ce qu'ils le font? Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Liban survit. Bien sûr, on survit grâce à la diaspora. Et je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font pour le Liban, vraiment. C'est quelque chose d'essentiel, il y a la diaspora. Et à un moment, le Liban n'a pas su vraiment traiter avec eux ou créer un lien avec eux. Mais là, c'est la deuxième fois que la diaspora a le droit de voter pour les élections législatives. Donc on commence à recréer un lien entre ces gens qui habitent dehors et ces gens qui habitent au Liban. Et je les remercie. On a aussi, nous avons les Français de l'étranger qui votent, qui élisent leurs députés. Et il est bon que la diaspora libanaise le fasse. Yumna Gemayel, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Hier, Éric Zemmour, candidat malheureux aux législatives et à la présidentielle, mais il a quand même réuni pas mal de gens et pas mal de voix et pas mal de partisans en quelques mois, était au micro de Christine Kelly, et à un moment donné, il a dit cela. Écoutez. Si dans 15 ans, comme je le crains, si nous continuons sur cette pente-là, nous sommes le Liban, si vous voulez, avec des communautés qui s'affrontent et avec un pays qui est à moitié islamisé, si dans 30 ans, il est complètement une république islamique, nos discussions seront dérisoires. C'est tout ce que je dis.
Voilà. Alors, ce que dit Éric Zemmour, hein, il parlait de la France, il dit, voyez, dans 15 ans, si on continue comme ça, on est le Liban, on est islamisé, on est république islamique, et nos discussions sont dérisoires. Ça vous fait réagir comment? Ça me fait ça. Déjà, le Liban n'est pas un pays islamique. Je suis désolée. Non, il dit pas ça. Il a pas dit ça. On n'est pas devenu 30 ans après un pays islamiste. Ouais. D'abord, donc j'ai écouté Monsieur Zemmour durant sa campagne électorale parce que le Liban suit la campagne électorale française. Donc Monsieur Zemmour, comme tous les autres candidats à l'élection présidentielle, c'est vrai que quand Monsieur Zemmour parle de libanisation, je peux comprendre en fait parce que c'est l'affrontement entre deux communautés en fait et donc la fragmentation de l'État. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban, c'est pas deux communautés qui se sont entretuées. C'est un corps étranger qui est venu au Liban et ce corps étranger, c'était les Palestiniens et puis après c'était les Syriens et puis aujourd'hui c'est les Iraniens et puis demain, bon, j'espère que ça sera plus personne. Donc la libanisation et le conflit est un conflit d'un corps étranger qui est venu au Liban. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, comme je peux écouter de ce qui se passe aujourd'hui en France. Ouais. Donc, en fait, Zemmour, pas s'attarder dessus, considère que l'immigration massive est un corps étranger. C'est ça sa doctrine. Mais enfin, ça, écoutez, c'est ce qui est autre très chose. important, je pense que c'est que le communautarisme ne doit pas prévaloir sur le contrat républicain. Aujourd'hui, la France est un pays laïque, républicain. La construction identitaire du Liban est différente de la construction française. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est, si M. Zemmour, donc justement, parle des 30 prochaines années en France, ce que je voudrais lui dire, c'est que nous, au Liban, justement, on a réussi à créer une libanisation positive. Cet esprit libanais, cette coexistence, c'est de transformer ce modèle en vraiment un modèle de coexistence avec un esprit libaniste, avec un esprit nationaliste. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui la libanisation, ça doit être quelque chose de positif. Où toutes les communautés vivent ensemble. Et d'ailleurs je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le schisme politique, enfin les deux partis qui se déchirent politiquement, c'est pas chrétien-musulman, c'est chrétien-musulman contre chrétiens-musulmans. Donc c'est vraiment une façon de voir les choses. Donc ça devient vraiment beaucoup plus démocratique. C'est une façon de vivre, que ça soit chrétien ou musulman. C'est pas en fonction de la frontière communautaire, quoi. C'est en fonction de des convictions politiques de chacun, de la façon dont eux se considèrent vouloir vivre. Donc si la libanisation aujourd'hui doit être vue d'un certain point de vue, je parle 30 ans après la guerre, c'est vraiment au contraire de quelque chose de positif, de coexistence, d'un nouvel esprit libanais qui est beaucoup plus démocratique que communautaire. Bah écoutez, c'est bien de mettre en tout cas ces choses au point. Selon vous, Yumna Gemayel? Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 14h avec Yumna Gemayel, on parle du Liban. Et si vous souhaitez poser des questions à Yumna Gemayel, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à passer directement par le Facebook Live comme vient de le faire François et qui pose la question, qui se rend compte que l'image du Liban a été un peu impactée par l'explosion du port de Beyrouth il y a un an désormais, il y a un peu plus, et qui se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous conseilleriez aux touristes de se rendre au Liban? Est-ce que c'est aujourd'hui le Liban est sûr? Cette année déjà, cet été 2022, on attend plus d'1 million de touristes libanais et de la région. Le Liban est un pays sûr, oui. Au niveau sécuritaire, pour le moment, il y a rien qui dit qu'il va y avoir quelque chose, mais bon, maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Écoutez, le Liban est un pays touristique. Je conseille à tout le monde de venir visiter. On a de super plages, on a une super nourriture, on a un super accueil. On n'a pas beaucoup d'électricité, mais ça viendra. On compense. Le dîner aux chandelles, c'est très bien. Voilà, c'est très romantique. Mais vraiment, l'accueil que les Libanais vont réserver cette année spécifiquement aux touristes va être un super accueil parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Ça va être notre bouffée d'oxygène. Donc, non, au niveau sécuritaire, pour le moment, il y a rien du tout. Alors, oui. Allez-y, André. Alors, Joseph, je voulais vous demander par rapport à ça, qu'est-ce qui fait au fond alors, c'est intéressant, évidemment, vous parlez de votre père, et vous avez la distance nécessaire, et en même temps, moi, c'est toujours fascinant, les personnages. Qu'est-ce qui fait que
Bachir Gemayel devienne Bachir Gemayel. Je veux dire par là, vous avez qu'est-ce qui fait sans faire des comparaisons, que ce soit un De Gaulle, etc. Moi, ça m'a toujours fasciné comment quelqu'un apparaît à un moment donné et sur une longue ou courte période marque son temps de façon indélébile. Et dans le cas de votre père, vous diriez, c'était quoi ses qualités ou ses caractéristiques qui faisaient qu'il a marqué son temps? Et pas seulement en 3 semaines, et 10 ans avant, et voilà. Bachir, en fait, je vais vous dire ce qui a fait en fait qu'il est arrivé là où il est. Bachir est le seul, je pense, Libanais contemporain qui a réussi un double pari, qui a réussi le pari militaire. Donc son pari militaire, il l'a réussi. Il a réussi en faisant sortir le Syrien de la région de Ashrafiyeh, donc ce qu'on appelle la guerre des 100 jours. C'était les forces libanaises qui étaient contre l'armée syrienne. Oui. Qui était très importante, rappelons-le. Qui était une armée syrienne, alors que eux, c'était 120, 130 personnes qui combattaient contre l'armée syrienne, donc à Ashrafiyeh. On a appelé ça la guerre de 100 jours parce que ils ont tenu 100 jours avant que l'armée syrienne ne parte. Donc ça, c'était la première consécration militaire positive de Bachir. Donc il a été consacré chef militaire chrétien. Ensuite, la deuxième bataille, c'était la bataille de Zahle, aussi contre l'armée syrienne. Et donc aussi, il y avait 100, 120 personnes qui ont combattu l'armée syrienne. Pas plus. Pas Ils plus. étaient 120. Pas plus. Bon, à l'époque, il fallait pas le dire, mais maintenant, on en est fiers. Ouais. Donc ils ont réussi, et la bataille de Zahle a consacré Bachir sur le plan national, en tant que vrai leader sur le plan national. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis, la France, etc. a commencé à parler avec lui en tant que chef national et non pas en tant que chef de milice. Donc Bachir a gagné son pari militaire. Et il a gagné son pari politique en accédant à la première magistrature de l'État, donc en accédant à la présidence de la République. Et c'est le seul personnage, je pense, du Liban contemporain qui a réussi ce pari. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il a fait un triomphe. Il a triomphé. Vous savez, chacun a un passé qui est bien, pas bien, durant la guerre. Bon. Mais le fait de gagner et de triompher, on oublie le passé pour pouvoir construire l'avenir. Et ce qui reste de Bachir, l'image qui reste de Bachir, est bien sûr le chef de guerre, le chef de milice qui a gagné, mais c'est aussi le président de la République, d'union nationale, qui en 21 jours a réussi à mettre autour de lui les musulmans, à travers ça, les druzes, les chrétiens, et les chiites qui étaient en fait déjà avec lui. Les chiites de l'époque ne ressemblaient pas au Hezbollah d'aujourd'hui. Ouais. Les chiites, la majorité des chiites, l'unanimité des chiites a voté pour Bachir Gemayel pour devenir président de la République. Donc, oui, à l'époque. Et on peut dire aussi que les chiites étaient les premiers à jeter du riz sur l'armée israélienne quand ils sont rentrés au Liban Sud. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien aujourd'hui d'extrapoler tout ça, mais à l'époque, quand les Israéliens sont rentrés, les chiites du Sud étaient les premiers à les recevoir avec du riz, et il y a des photos. C'est pas, oui, c'est vrai. C'est pas des. On a entendu, c'est des photos, on les a vues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Palestiniens étaient là, en train de violer les femmes chiites, de prendre leur travail et tout. Donc, on était tous très contents, les gens qui habitaient au sud, de voir l'armée israélienne rentrer et les débarrasser de ces fidaïns palestiniens de l'époque. Juste une dernière question à Youmna Gemayel. Je rappelle son livre, le livre de Yann Bali, Emmanuel Peuzé sur Bachir Gemayel, vraiment à lire. C'est très intéressant, même si vous ne connaissez pas le Liban, et justement pour le connaître, juste un mot pour vous, le Liban, c'est demain, c'est une question d'avenir maintenant. Bien sûr, le Liban, moi j'y crois. Moi je travaille pour un meilleur Liban, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour mes compatriotes. Maintenant, ce qui se passe au Liban, c'est qu'on a beaucoup de divergences. Enfin, les gens se disputent, les gens qui ont les mêmes objectifs politiques se disputent pour des raisons d'ego, de personnes, et donc en fait ce qu'il faut, et je pense que je vais faire partie de ces gens-là qui vont essayer de faire en sorte que l'union se fasse par le bas. Si les chefs ne s'entendent pas, par la base. Voilà, si les chefs ne s'entendent pas, on va faire en sorte que l'union se fasse par le bas, sans les chefs. Si les chefs ne veulent pas s'asseoir ensemble, l'union se fera par le bas, et on est obligé de passer par cette union-là. Merci. Merci beaucoup Youmna Gemayel. Tout de suite, Brigitte Lahaie sur Sud Radio, restez avec nous.